Bonjour chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission. Pour vous aider à faire des choix dans les rayons de livres en ces temps de préparatifs de Noël, j'ai réuni quelques auteurs de beaux ouvrages pour les jeunes lecteurs et vous proposerai aussi des abonnements pour les 7-15 ans. J'aime beaucoup cette citation de Paola Fox, romancière américaine, qui a reçu il y a quelques années le prix Andersen, un prix très prestigieux en littérature jeunesse. Elle disait « Quand vous faites la lecture à un enfant, quand vous mettez un livre dans les mains d'un enfant, vous lui offrez l'infinie variété de la vie, vous êtes un éveilleur. » Belle mission, n'est-ce pas? Eh bien, ça va être la nôtre. Et je commence sans attendre avec ma première invitée, qui est Blanche Collange. Bonjour Blanche. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Blanche Collange est auteure des 3 tomes de la série Fidem chez MAM. On va dire de la trilogie, mais il n'est pas impossible, et Blanche Collange nous le dira, que l'aventure se poursuive. Certaines portes sont encore ouvertes. Alors qu'est-ce qui se cache, Blanche Collange, derrière ce nom de Fidem, gardien de Fidem? Alors Fidem, c'est le nom d'un royaume entre terre et mer. Et donc Lise, l'héroïne du roman, qui est une jeune Normande qui habite dans le Cotentin, découvre qu'elle appartient autant au monde réel, on va dire, qu'à ce royaume qu'elle est appelée à servir. On peut dire que Fidem se classe dans le genre fantasy, mais comment le définiriez-vous? Moi, parfois, quand je parle de Fidem, je dis une fantasy marine, mais c'est peut-être pas ce que vous voulez qualifier, vous, la manière dont vous voulez le qualifier, Blanche Collange. Alors oui, on est dans un univers de fantasy. On peut le classer aussi dans le fantastique, dans la mesure où on part du monde réel. Et on y revient d'ailleurs. Fantaisie marine, oui, ça s'inscrit dans des univers, avec, des créatures, un peu, empruntées à la mythologie, avec, des notions de pouvoir, de dons et cetera. Donc, oui, c'est bien un univers de fantaisie aussi. Alors, on parle de cet univers, de ces créatures, des couleurs. Moi, quand je ferme les yeux et que je repense aux gardiens de Fidem, j'ai des couleurs dans les verts, les bleus. Dans le tome 2, on était plus dans quelque chose plus de l'eau douce, mais pas toujours très douce. Euh, toutes ces évocations sensorielles, par ce que l'on voit, ce que l'on sent, le toucher, les sons, notamment par l'un des héros. Comment travaillez-vous toute cette gamme de mots? Comment travaillez-vous pour nous donner tant d'images, Blanche Collange? Bah, vous avez employé le mot qui est central dans tout ça, c'est le mot évocation. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était, de me concentrer sur ce que ça pouvait créer comme image dans l'esprit du lecteur. Donc il ne s'agit pas tant de faire une description, ultra précise, de mettre un pavé très long, mais de jouer avec, le mouvement, avec les adjectifs, avec les couleurs pour que chaque lecteur puisse se faire, à partir de ce qu'il a en lui, ses propres images. Et j'aime beaucoup quand j'ai des retours de lecteurs qui me disent: «Ah, c'est beau». C'est beau. C'est intéressant parce que c'est des mots sur le papier et ce que je trouve assez incroyable, dans la description, c'est que le lecteur devient vraiment co-créateur de l'histoire. Et quel est l'âge pour lesquels vous avez écrit? Et finalement, par ces retours que vous évoquez, est-ce que ça colle bien? Dites-nous un peu pour nos auditeurs. Les gardiens de Fidem, c'est pour quel âge? Alors au départ, il est noté à partir de 13 ans, je pense, sur le site de la maison d'édition et finalement, à partir de 11 ans pour des bons lecteurs, il me semble que ça fonctionne aussi très bien. Je dirais que c'est, 11-14 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui l'avez lu? Moi, je pense aussi ça. Et 11-14 ans, et ce que je vois, c'est que des parents qui ont été intrigués et qui ont eu envie d'entrer dans le livre ont eu aussi beaucoup, beaucoup de joie à le lire. Donc bravo, parce que c'est aussi un livre qui peut permettre des échanges. Et qu'est-ce que tu as aimé? Et comment penses-tu que cette héroïne qui a failli, qui a trahi, comment va-t-elle pouvoir s'en sortir? Enfin, vous voyez, on peut évoquer enfin, des tas de points. Et justement, c'était l'objet d'une de mes questions, Blanche Collange. Il est question de fidélité, il est question d'engagement, d'effort, de quête sur soi-même. Qu'est-ce qui a été prioritaire lorsque vous avez pris la plume? Je crois que c'est votre premier roman, en fait, hein, Oui, Blanche mon Collange. premier roman. Donc vous avez pris la plume, alors du premier coup, de manière excellente. Mais quelles étaient vos priorités? Pourquoi écrire pour la jeunesse?
Alors moi, dans la manière dont s'est déployée l'histoire, je suis vraiment partie de mes personnages. J'avais pas, un il y a des auteurs, on appelle ça les architectes, qui ont un plan extrêmement détaillé quand ils commençaient à écrire et les autres auteurs, on appelle ça plutôt les jardiniers. C'est un peu plus, voilà, en fonction de où nous emmène l'histoire et c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Ce que j'avais en tête, c'était vraiment un émerveillement que j'avais vécu, devant des fonds marins que j'avais eu la grande, grande chance d'observer dans la mer Rouge et puis plus tard en Polynésie française et vraiment j'avais été complètement, subjuguée par cet univers-là j'avais le sentiment de nager dans un de mes livres, en fait. Je trouvais que ça n'avait, ce que je voyais n'avait rien à envier à des descriptions de Narnia ou du Seigneur des Anneaux et donc c'est comme ça qu'il y avait eu cette petite idée et puis ensuite, il y a eu aussi ce rapport à l'écologie. Et à l'émerveillement que j'avais envie de déployer. Alors justement, vous prononcez ce mot d'écologie et c'était l'objet aussi d'une des questions que je voulais que nous approfondissions. Il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui sont teintés, mais même parfois tellement lourdement empreints d'écologie qu'ils en deviennent, qu'ils nous donnent un peu la nausée. Ce n'est pas de l'écologie, c'est de l'écologisme. C'est vraiment une idéologie qui est sous-tendue. Pas du tout avec Fidem. On referme le livre en se disant je veux connaître, je veux aimer davantage la nature pour mieux la protéger. Et ça, vous arrivez à le faire de manière subtile. Comment être subtil aujourd'hui lorsqu'on aborde l'écologie? Moi, j'ai été assez guidée, je suis professeure des écoles aussi, et je me souviens, c'est des thèmes qui évidemment reviennent beaucoup à l'école. Moi, j'avais des maternelles et ce que je disais aux parents d'élèves, c'était que je voulais partir de l'émerveillement. Parce qu'il y a un danger aujourd'hui avec la jeunesse, c'est l'éco-anxiété. C'est des enfants très jeunes qui, d'un seul coup, vont avoir le poids du monde sur les épaules et une responsabilité qui n'était pas la leur. Donc c'est un petit peu ça qui m'a guidée, c'est en fait d'abord l'amour, l'émerveillement devant ce qui est et de là va naître, une inquiétude peut-être et un désir de protéger. La deuxième chose, c'était cette notion d'agir à sa mesure, toujours en rapport avec cette problématique de l'éco-anxiété. Parce qu'évidemment, on est tous appelés à être acteurs, mais on le redécouvre, de plus en plus aujourd'hui, dans des ouvrages ou même par des auteurs qui le développent d'une manière philosophique. Il y a quelque chose du concret, du quotidien, qui peut se mettre en place et donc, à l'échelle de chacun. À l'échelle de chacun, chacun à sa mesure, et c'est là où votre palette de personnages est absolument passionnante. Alors là, vous avez été jardinier, vous n'avez pas été architecte quand vous avez prévu ce travail sur les tempéraments et leur évolution? J'ai été un petit peu surprise par mes propres personnages. Il y avait des choses que j'avais anticipées et il y avait des choses qui m'ont surprise aussi. C'est tout l'intérêt aussi de travailler avec, je travaille avec Marie Raymond, mon éditrice, c'est de Donc voir éditrice MAM. éditrice chez MAM, ouais, excellente éditrice et tout ce travail de voir où est-ce que ça sonne juste et c'est pour ça que je vous parlais du fait de parler des personnages parce que je pense que quand on écrit avec une idée de valeurs, peu importe lesquelles, peu importe où elles se placent, ou de morale, ça va pas forcément fonctionner. Je pense qu'il faut faire confiance aussi aux personnages, à la manière dont ils se déploient et à la manière dont les lecteurs vont recevoir les choses. Il faut faire confiance au lecteur. Quand on leur met trop les points sur les i, les barres au t, on est lourd, effectivement. Et surtout dans Les Gardiens de Fidem, nous sommes emportés dans un grand suspense parce que on imagine, les auditeurs qui ne l'ont pas encore lu, imaginer 2 mondes, où le bien et le mal vont s'affronter avec des jeunes qui se forment donc ça c'est assez classique, hein, pour défendre le beau royaume dont ils sont héritiers. Et donc, il y a un grand, grand suspense. Là aussi, vous avez quand même été architecte dans votre suspense. Pour une partie, oui. Après, je vous cache pas que j'ai parfois, fini le manuscrit avec un énorme trou au milieu, sur lequel je suis revenue et cetera. Donc c'était pas du tout linéaire comme écriture, pas du tout chronologique, mais c'était intéressant, c'était vraiment intéressant et avec une petite pression aussi pour finir dans les temps à chaque fois mais c'est assez, c'est vraiment une vraie joie
de voir ensuite le puzzle complet. Mais j'ai C'est merveilleux. quelques sueurs froides avec des pièces manquantes parfois, 2 semaines avant le rendu du manuscrit. Ça ne se voit absolument pas. On est emporté, on est même emporté par l'émotion parce que oui, il y a des choses très fortes qui se passent et puis des chutes profondes, profondes et beaucoup de grandeur aussi. Vraiment, chacun sera nourri par les gardiens de Fidem, garçons et filles. Oui, ça c'est un vrai bonheur d'avoir pu faire lire des garçons avec une héroïne, fille. Alors, il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnages, secondaires, masculins, qui fonctionnent très bien. Mais souvent, autant les jeunes filles, ça les dérange pas, d'aller lire, Harry Potter, les garçons sont plus réticents. Donc c'est vrai qu'en dédicace, voir des ados, me dire à quel point l'histoire les a emportés, à quel point ils veulent aller vivre à Fidèle, c'est toujours une grande joie. Et puis, note d'humour, comment dire? Vous exploitez bien ce filon aussi. Oui, je trouve que c'est très précieux. Je pense que là, vous parlez d'un personnage qui s'appelle Choops, qui est un Voilà. iguane, et qui est très facile à écrire, parce que, l'autodérision fait jamais de mal. Moi, c'est quelque chose que je trouve, très précieux même au quotidien, et ça permet de dédramatiser des situations, c'est vraiment une arme que j'ai découverte avec, enfin un outil que j'ai découvert avec l'écriture de ce roman, l'humour qui est pas toujours facile à doser, mais qui peut, vraiment, apporter de la vie et apporter de la légèreté, voire apporter de la gravité à certains moments, dans Exactement. certaines scènes. Ce personnage, Choops, qui est, une créature, comme vous dites, totalement imaginaire, dotée de paroles, comme le sont la plupart des animaux, fantastiques que vous avez créés. Choops permet aussi aux personnages de prendre du recul, sur eux-mêmes, l'autodérision, de se l'appliquer à eux-mêmes. Est-ce qu'on peut parler du personnage principal, Lise, qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas sûre d'elle et pourtant elle va avoir, un rôle capital? Oui, Lise, c'est une, introvertie, et qui est un petit peu trop dans sa tête. Un petit peu trop dans l'imaginaire et dans la projection de scénarios catastrophes. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de la voir, mettre les 2 pieds dans un réel, plein d'inconnus, de risques, de dangers, et puis apprendre petit à petit, à se laisser surprendre par les autres, par l'univers dans lequel elle évolue, mais aussi par elle-même. Et elle va aussi, et ça ça a été difficile à écrire justement pour doser ce côté, ne pas tomber dans une leçon de morale, mais elle trouve elle s'appuie sur des belles amitiés, mais elle trouve aussi des maîtres, et j'ai aimé développer cette relation de maître à élève, d'aîné à apprenti. Je C'est trouve un que c'est livre, formidable. de transmission, en fait. Vous êtes au bon endroit, Blanche Collange, avec le libre journal de la transmission. C'est vrai, on sent cet héritage, ils sont dépositaires, ils se savent dépositaires tous. Ça, c'est assez beau. Il y a énormément de pistes très profondes, mais qui sont, amenées avec légèreté, et là, chapeau, que chacun pourra poursuivre. J'aimerais bien savoir, Blanche Collange, ce qui vous a nourri, vous, jeune lectrice? J'ai lu énormément de livres différents. Un des premiers livres qui m'a marqué, je pense que c'est Mon bel oranger. Ouais, Hem, un livre très poétique. Vasconcelos. Exactement, je Ouais. cherchais, merci. Ouais. Mais j'ai du mal à, là, j'ai plein de livres qui me viennent à l'esprit. Alors bien sûr des livres d'imaginaire, Mmh. Narnia, heu, Harry Potter aussi, mais aussi plein de séries de mon enfance, des Fantomettes, des Clubs des 5, et cetera. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais arrêté de lire de la littérature jeunesse, et aujourd'hui, j'en lis encore, pas uniquement parce que j'en écris, mais que c'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et vos sources d'inspiration, en lectrice adulte, pour justement pour nourrir toute cette capacité d'évocation que vous avez, quelles sont vos sources? Partagez-les, c'est le moment. Je suis très marquée par la manière d'écrire, de Timothée de Fontbelle. Je trouve que lui, il a un talent absolument extraordinaire pour, en quelques mots, en quelques adjectifs, il plante un tableau, un décor, alors il y a d'abord, je les ai lus avec beaucoup de bonheur juste pour me laisser transporter par l'histoire, et ensuite en lecture plus analytique, ça m'a vraiment marqué ces images qu'il arrive à nous faire, créer, avec finalement pas
pas tant de détails que ça et il y a un souffle incroyable d'aventure, qui traverse ces histoires et une tendresse pour ces personnages qu'on sent dans sa plume. Je trouve ça très, très beau. Oui, ça, il se démarque tout à fait par cela. Et on peut peut-être donner à nos auditeurs au passage quelques titres. Il y a Toby Lowndes, mais il y a Van Gogh qui peut donner le goût de la lecture à beaucoup de garçons et filles. À partir de Oui. 13 ans, c'est très riche, beaucoup d'actions, comme dans Les Gardiens de Fidem, beaucoup, beaucoup d'actions. C'est du même ordre. Et puis, cette magnifique trilogie de Timothée de Fombelle, Alma, qu'il ne faut pas donner trop tôt car elle est très très puissante et elle nécessite une certaine maturité. Mais je suis comme vous, on est emporté, une phrase bien, bien bâtie, quelques mots et déjà. Et quand on y repense en discutant, on a beaucoup d'images. Mais c'est pareil avec les gardiens de Fidem, je vous le dis. Et ça, Merci. parce qu'en fait, il y a un an, vous receviez le prix des lecteurs actuel 1, 2, 3 loisirs, dont on a beaucoup parlé ici, parce que nous l'avons bien porté, notamment 1, 2, 3 loisirs que je représente et actuel dans lequel je contribue. Et on était tellement fiers d'avoir remis un prix à un jeune auteur comme vous pour lui donner des ailes. Alors, voilà, dites-nous sincèrement ce qu'a représenté la réception d'un prix pour vous au tout départ. Et ben, c'est très important pour les auteurs. En fait, une fois que le livre est écrit, qu'il part dans les librairies, il y a un côté, saut dans le vide, quelque part, il nous appartient plus. Et un prix comme celui-là, un prix des lecteurs, c'est, comme une validation aussi de, se dire: «Oui, cette histoire a pu emporter des lecteurs, elle a pu toucher» et puis, tout simplement, il y a une suite qui est attendue. Ça, c'était un grand facteur de motivation aussi, pour écrire la suite et tenir des délais qui étaient assez serrés. Donc merci. Écoutez, notre entretien s'arrête, mais la vie des gardiens de Fidem continue. Merci beaucoup Blanche Collange. Gardien de Merci à Fidem, vous. j'ai entre les mains le troisième tome qui vient de sortir, Le Chant de la révolte, euh, paru chez MAM. Blanche Collange, 17,90 € chaque tome, presque 500 pages et un petit pavé qui se dévore et qui se partage. Merci beaucoup Blanche Collange. Merci à vous. Grand-mère, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Ouvre grand tes oreilles et écoute une merveilleuse histoire. Les éditions MAM présentent les belles histoires de grand-mère pour Noël. Le sauvetage de Noël. Tout là-haut, dans les montagnes, Risque-Tout, le Saint-Bernard, est célèbre pour son flair légendaire et son grand courage. C'est un géant au cœur d'or, capable de braver les tempêtes de l'hiver à la recherche d'un égaré et de réconforter ceux qui se blottissent dans sa fourrure si douce. Cette année-là, dans sa cabane, juste sous les étoiles, Risque-Tout s'apprête à fêter Noël en solitaire. Il feuillette son livre d'or des sauvetages et égrène les dates avec émotion. 10 janvier. Au petit matin, une marmotte somnambule s'éloigne de son terrier et se retrouve ensevelie sous une avalanche. Soudain, 3 coups rapides frappés à sa porte le tirent de sa rêverie. Risque-Tout se précipite pour ouvrir. Ce sont Maman Souris et Maman Écureuil, déjà vêtues de leurs traditionnelles robes savoyardes en drap de laine et de leurs châles brodés des jours de fête. Bonjour Karine Mariamio. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir dans votre émission. Alors voilà, les auditeurs ont pu vous entendre déjà en introduction, entendre votre voix qui lit ces belles histoires de grand-mère à écouter pour Noël. C'est un enchantement, c'est tout à fait le moment pour vous écouter, vous découvrir si nos auditeurs ne vous connaissent pas encore. Karine Mariamio, ma première question. Vous qui écrivez beaucoup pour les tout petits, je voudrais que vous nous disiez ce qu'attendent les tout petits dans des histoires. Selon moi, un tout petit enfant attend d'abord de rêver, de se pelotonner contre un adulte bienveillant qui a le désir de partir avec lui dans cette grande aventure. Voilà, l'histoire, c'est comme un voyage.
On part de sa vie quotidienne, de son ordinaire et on rêve sans quitter son canapé, sans quitter les genoux de sa grand-mère, de son grand-père. Je pense que quand on est un enfant, on écoute des histoires pour rêver, pour s'imaginer des tas de choses qu'on ne connaît pas peut-être, pour éprouver des émotions aussi. On est déjà dans de l'attachement par ce moment trésor autour de la lecture, autour d'une histoire qui va nous faire partir. On part vite avec vos histoires dès lors que les animaux parlent et qu'il leur arrive des tas d'aventures. Aventures qui peuvent tout à fait se rapporter aux aventures peut-être que vivent les enfants ou qu'ils voudraient vivre. Vous avez beaucoup d'inspiration parce que cette série des belles histoires de grand-père, belles histoires de grand-mère, il y a toute une déclinaison que nos auditeurs peuvent retrouver chez leur libraire aux éditions MAM. Karine Mariamio, où allez-vous chercher tout ça? Alors, je suis une mère de famille nombreuse, j'ai 9 enfants et souvent les gens imaginent que c'est mes enfants qui me donnent de l'inspiration. Eh bien, pas vraiment. Ah, ben je pensais ça, En moi fait, aussi. eh bien, pas tout à fait. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup me replonger dans mon enfance et dans mes propres souvenirs d'enfance et surtout dans mes souvenirs de vacances. J'ai eu la chance de passer toutes mes vacances chez ma grand-mère dans une maison merveilleuse où nous autres, les cousins, les enfants, on était très libres et on découvrait plein de choses. On faisait des cabanes, on pataugeait dans les petites rivières, on ramassait les fruits, on faisait des confitures. Et c'est aux côtés de cette grand-mère merveilleuse, je crois que voilà, j'ai trouvé toute cette imagination, Je voudrais vous... plus que dans mes enfants. D'accord. Et vous n'êtes pas encore grand-mère, mais peut-être à nouveau, il y aura tout un univers Ah à oui, j'espère un transmettre. jour. Je voudrais savoir jusqu'à quel âge vous avez lu des histoires à vos enfants? J'ai lu très tard des histoires à mes enfants. Je ne me suis pas arrêtée au moment où ils savaient lire. Je pense que en CP ou en CE1, quand on débute la lecture, c'est encore un vrai travail difficile et continuer à lire des livres ensemble ou même lire à deux voix, vous voyez, l'un fait les dialogues, l'autre fait le texte courant ou alors faire une page sur deux, c'est vraiment lui donner une chance de continuer à goûter ce plaisir et pas à trop fournir un effort trop important qui pourrait le dérouter ou le décourager un petit peu. Et d'ailleurs, on me dit que ces albums sont souvent lus par des enfants qui savent déjà lire. Et voilà, c'est des histoires où on ne prend pas les enfants pour des bébés. Et même à 6, 7 ans, je pense que beaucoup d'enfants aiment encore lire ces belles histoires de grand-mère. Et on peut continuer à se lire de belles pages toute la vie, en fait. C'est un plaisir pour celui qui lit, pour celui qui écoute, c'est un Ouais. partage. Et c'est un vrai travail que j'essaye de faire pour ces belles histoires, c'est que l'adulte lecteur soit lui aussi très heureux de lire ces textes, qu'il ne le fasse pas juste par gentillesse pour ses enfants, mais que lui-même éprouve un vrai plaisir de lire ces textes. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Mais vous y arrivez très bien parce que c'est en effet un grand plaisir de lecture, parce que le rythme, les allitérations, la ponctuation sont là. Et là, derrière, il y a tout un travail. Derrière le petit lapin qui court dans la forêt, en fait, il y a tout ce travail d'évocation. On y revient, comme avec Blanche Collange, évocation avec peu de mots. Ouais. Il faut être Oui, oui. synthétique pour les petits. C'est un vrai travail, non? Oui, c'est un vrai travail sur les textes. Je me compare souvent un peu à un artisan. Oui, je suis très inspirée. Et puis après, avec cette base d'inspiration, il y a vraiment le travail de l'écriture qui fait qu'on travaille ses phrases. Chaque mot est important. J'ai un vrai souci aussi d'introduire des jolis mots de vocabulaire. La langue française est si riche et souvent dans les albums d'enfants, il y a une petite pauvreté, je trouve, de vocabulaire. Et là, j'essaye de glisser vraiment des mots nouveaux, et je travaille aussi beaucoup effectivement la poésie, le rythme des phrases pour que ce soit le plus agréable à lire à l'oral aussi, parce que ce sont des textes qui sont lus. Et ça, j'y pense dès ce moment de l'écriture. Et former le goût des enfants sur le plan du vocabulaire, du texte, et leur former le goût sur le plan visuel, des illustrations. Vous êtes Mhm. très bien servi avec Julie Mélan dans Les Belles Histoires, on va dire la collection Les Belles Histoires. C'est beau d'ailleurs qu'il y ait toujours la même illustratrice.
Il y a vraiment une fraîcheur, un esprit Oui, et qui puis est un beau fil je pense que conducteur. voilà, le texte et l'image se marient bien. Ah On oui, très fait bien. un bel ensemble toutes les deux. Julie, là, qui illustre les belles histoires, a un vrai talent de douceur. Ses personnages sont très expressifs. Ils sont Et puis on astucieux. retrouve, Il y a de ouais, astucieux, l'astuce. malin. Et puis toujours, malgré tout, une grande douceur et des images très construites. Oui, c'est Et ça forme le goût, et magnifique c'est le cas travail. aussi avec, dans une autre série, La Famille Lapin. Et là, j'ai La Famille Lapin fête Noël. Beaucoup de charme. On peut même le lire, enfin, on le lit, on le relit, puisque les enfants aiment énormément les relectures. Oui. On le relit toujours avec beaucoup de plaisir. Et les illustrations qui sont là de Diane de Saint-Exupéry contribuent aussi énormément dans cette collection, toujours chez MAM, La Famille Lapin. Et puis c'est un très bel objet parce que le dos est toilé. Les éditions MAM font un travail très soigneux de mise en page. Je crois qu'on Et peut citer le nom de Thérèse Jose, qui contribue énormément à la beauté ouais, ouais. de tous ces albums. Et bravo à elle, c'est une vraie merveille. Je montre un tout petit peu à l'antenne, mais vraiment, chers auditeurs, allez découvrir ces belles histoires, allez découvrir La Famille Lapin. La Famille Lapin fête Noël, on n'est pas là dans un conte de Noël purement religieux, et pourtant, tout est là. Alors comment faire entrer tout cela avec finesse? Oui, et écrire, c'est transmettre de belles valeurs. Alors c'est vrai que j'ai toujours à cœur de partager, ce qui est le plus important, et même si on ne parle pas du petit Jésus, même si on n'est pas dans la crèche avec Marie et Joseph, on peut, transmettre sa foi, à travers de jolies histoires qui portent des valeurs de partage, d'amour, des autres. Et toujours cet amour, dans la famille. Là, on a la famille Lapin qui a Ouais, fait des petits gâteaux pour aller les donner à l'extérieur. Mais enfin ouais. bon, il y a un des petits lapins, qui aimerait bien quand même, en déguster quelques-uns. C'est pas très juste, mais sa maman lui promet une bonne soupe de fenouil qui fait grandir les petits. Et quand Mais ils oui, parce que arrivent, surprise. Ouais. la famille, c'est vraiment le lieu de vie de l'enfant. C'est vraiment là que grandissent les enfants, bien avant l'école. Et pour moi, c'est vraiment ce premier lieu où on donne temps à nos enfants. D'ailleurs, dites-nous, lorsque vous allez dans les classes, je crois que c'est le cas, Karine Marie Amiot, vous êtes invitée dans les maternelles, dans les primaires. Oui. Racontez-nous comment cela se passe. Parce que là, vous avez devant vous des enfants qui ont des cultures, des imaginaires très variés. Comment procédez-vous? Alors, je viens de temps en temps en maternelle pour raconter des histoires, ou je viens même avec un petit théâtre de marionnettes, voilà, qui aide les enfants à être captivés par les histoires. Et souvent, je suis épatée de voir comme j'arrive à, malgré tout, à bien capter leur attention, même une histoire en entier, parce que je crois que dès qu'il y a des choses très belles, des émotions, des beaux sentiments, eh bien, on capte vraiment leur attention et qu'on ne les perd pas dans ces cas-là. Ils savent qu'il y a des choses vraies derrière tout ça et ils sont très sensibles aux belles choses. J'aimerais bien que vous nous disiez, vous aussi, Karine Marie Amiot, ce qui vous a nourri enfant. Comment avez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre petite bibliothèque intérieure enfantine? Alors, dans la fameuse maison dont je vous parlais au début de l'interview, il y avait dans cette grande maison des grandes bibliothèques où les enfants pouvaient prendre plein de livres. Alors, j'ai beaucoup lu Babar, j'ai beaucoup lu les petits livres d'or, Ah le oui. Père Castor. Et puis plus tard, j'ai découvert Trilby. Alors là, ça a été une véritable passion pour moi. J'étais déjà plus grande, si bien que même après étudiante, j'ai fait un mémoire sur Trilby. Voilà, c'est mon Hmm. premier travail littéraire. Donc On j'ai peut toujours retrouver. grandi au milieu des livres. J'ai beaucoup aimé lire. Et je me suis essayée à l'écriture très tôt avec des tas de petites carnets que je collectionne et que je collectionne toujours. Petite question, on peut le retrouver, votre travail sur Trilby? C'est quelque chose auquel on Alors oui, pourrait il se était référer? édité aux Oui, éditions du Triomphe oui. et je ne sais pas s'il est encore, Encore, je d'accord. Mais suis c'est pas sûre intéressant. C'est qu'il y en ait peut-être à encore. rechercher. Et, Ouais. hem et donc, je voudrais savoir aussi si vos filles ont lu Trilby? Alors mes aînés, Oui, oui. Mon petit Charles qui a 9 ans aujourd'hui a oui. lu.
petit peu Trilby et je trouve que c'est plus accessible presque que certains livres de la comtesse de Ségur. Mhm. Heu oui, peut-être pas dévorer tous les tomes comme moi je l'ai fait, mais un petit peu. Je donnais juste un souvenir personnel. Moi, il n'y en avait pas beaucoup dans ma famille des Trilby, mais il y en avait un, c'était Dadou, gosse de Paris. Et Ouais. vraiment, je crois qu'il a contribué à me donner le goût de la lecture. Alors moi, Euh, mon préféré, c'est Moineau la petite libraire. on me le cite souvent. Donc ça, c'est ce qui vous a nourri enfant. Et aujourd'hui, de quoi vous nourrissez-vous en tant que lectrice, Karine Mariamio? Parce que pour pouvoir si bien donner aux enfants, il faut des canaux. Oui, alors comme je vous dis, mon principal canal, c'est de me replonger vraiment dans mon enfance. Après, j'aime bien lire de la littérature générale. Je regarde aussi beaucoup ce que les autres auteurs font en littérature de jeunesse. Pas forcément pour m'en inspirer, mais au contraire pour voir ce que moi, je peux apporter d'autres qui n'existent pas. Voilà, donc je lis beaucoup, beaucoup d'albums. Euh, Et avec voilà. ces belles histoires de grand-mère à écouter pour Noël, on a un très bel album avec plusieurs histoires évidemment, et chaque histoire est lue par Karine Mariamio, donc c'est merveilleux d'avoir l'auteur qui donne le rythme et l'intensité qu'il a souhaité dans Un l'écriture. exercice très nouveau pour moi. Mais voilà, j'allais vous dire, c'est la première fois et c'est excellent. Et ce qui est très bien, tout à l'heure, vous disiez, on peut soutenir pour des enfants un peu plus grands. Là, ils peuvent à la fois écouter, s'ils ont commencé à apprendre à lire, appris à lire, Oui, ils peuvent suivre avec leurs doigts. C'est le texte, mot à mot, ce qui est exactement. excellent. Et voilà, et des univers différents. Donc ce travail de lecture, ça vous a amusé? J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal à faire toutes les voix des personnages jusqu'au bout, à bien me plier Vous faites à très cette bien la exigence-là. petite mamie cocotte et on va l'entendre juste à la fin de notre entretien. On se C'est quittera ça. avec mamie Et oui, cocotte. j'ai beaucoup aimé. Il y a donc dans cet album, évidemment, un très bel album, très bien illustré, on l'a dit, un CD et un QR code pour ceux qui n'ont pas de lecteur CD. C'est le cas maintenant dans la plupart des Les supports familles, ouais. sonores. Donc chacun pourra les retrouver, les réécouter. C'est un immense plaisir. Donc vous écrivez beaucoup pour les enfants. Il y a un point que vous avez abordé que je trouve très intéressant, peut-être en peu de temps, mais que nos auditeurs l'aient à l'esprit, c'est que lecture, écriture vont de pair. Les deux plaisirs vont de pair. Le fait d'écouter, de lire, vous a donné envie d'écrire, Ouais, et ouais. vice-versa. Et aussi le fait d'écouter des histoires. Je me souviens que chez nous, on avait une collection qui s'appelait Le Petit Ménestrel, qui racontait la vie de tous les compositeurs de musique. Il y avait Mozart, Chopin. Et je me souviens énormément les avoir écoutés. Et je pense aussi que le plaisir des mots passe beaucoup par l'écoute et que ça donne une vraie clé après pour l'écriture. Je constate chez moi que mes enfants qui écrivent le mieux, même leurs petites rédactions, sont peut-être ceux justement qui ont beaucoup, beaucoup le plus écouté d'histoires. Ça rentre beaucoup par l'oralité, il me semble, Mais je le pense plaisir. aussi aux enseignants. C'est vrai que Ouais, beaucoup maintenant prennent le temps. On qualifie ça de lecture offerte à l'école. oui, C'est un mot un peu à la mode, mais moi je trouve qu'il est beau. Oui, c'est un temps pour rien. C'est un temps pour se retrouver sur une histoire qui va nous emmener tous très loin, avec des chemins singuliers, ça c'est vrai. Mais c'est un vrai oui. cadeau qu'on Et leur puis fait. là, il n'y a pas de mauvais élèves et de bons élèves. On est tous sur le même pied. Voilà, c'est pour chacun un rêve, un voyage. Merci beaucoup. On va écouter Mamie Cocotte, l'une des histoires. Merci beaucoup, Karine Mariamio. Donc, Merci beaucoup, Valérie. nous avons évoqué les belles histoires de grand-mère à écouter pour Noël chez MAM. Collection Les belles histoires de grand-mère, 64 pages, 19,90 €. Et nous avons évoqué La famille Lapin, fête Noël, chez MAM aussi. Karine Mariamio avec les illustrations de Diane de Saint-Exupéry, 12,90 €. Il est aussi tout nouveau et vous pouvez vraiment, dans les deux cas, vous plonger dans toute la collection. Merci beaucoup, Karine Mariamio. Merci beaucoup. La chorale de Mamie Cocotte. Quand Noël arrive, quand la pluie tambourine à la porte et que le vent menace de faire voler le toit du poulailler, toute
est calme chez Mamie Cocotte. Comme toujours, elle tricote, imperturbable, au coin du feu. 1, 2, 3, 3 pelotes. 1, 2, 3, 3 poussins. 3 petits, tout petits, bien cachés sous les plumes de leur grand-mère, écoutent le tic-tic de ses aiguilles et sa voix si douce. Que diriez-vous de préparer un grand concert de Noël ? Propose Mamie Cocotte. Oh oui ! Des cris de joie envahissent le poulailler. Les 3 poussins sautent sur les genoux de leur grand-mère. Nous inviterons tous les voisins, dit Mamie Cocotte en rêvant, et nous leur offrirons un magnifique spectacle. Ce sera un si beau cadeau, s'exclament en chœur les poussins impatients. Première répétition, lance Mamie Cocotte sans attendre en prenant un air très sérieux. Ne perdons pas de temps, mes petits. Installez-vous tous les 3 devant moi, bien droit, sans parler et sans bouger. Avec son aiguille à tricoter, Mamie Cocotte bat la mesure. Elle ressemble à un véritable chef d'orchestre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les petites pattes claquent en rythme. Mamie Cocotte est toute vive. Voilà, chers amis, vous avez entendu la voix de Karine Mariamio qui nous lit ses propres contes. C'était un moment délicieux. Avant de prendre ma 3e invitée qui est Sophie Rouberti, je voudrais vous faire 2 annonces. L'une qui est une exposition, Peindre la lumière. Peindre la lumière, vous allez retrouver Éléonore de Gentil, qui expose à la mairie du 7e arrondissement. Et alors, attention, c'est jusqu'au 10 décembre. Il vous reste 2 jours. Mais allez-y si vous êtes parisien. Vous aurez un émerveillement à bon coup une vague tonique parce que Éléonore de Gentil, à la fois par sa touche et par son inspiration, qui est très méditerranéenne, la mer, etc. Mais pas seulement cette inspiration-là, la Provence des terres aussi, et au-delà. Elle vous emmène dans son univers de manière extrêmement plaisante. C'est une très jolie exposition Mistral, Éléonore de Gentil. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui la concernent et je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette jeune femme très jeune, peintre de talent, atelier-gentil, GENTILE.com. Vous aurez son actualité qui est aussi le salon de l'école française en ce moment au Carré à la Farine à Versailles de 11h à 18h et là c'est jusqu'à ce soir. Donc notre émission est en direct. Si vous êtes versaillais, précipitez-vous au Carré à la Farine et vous verrez un de ces tableaux. Autant à la mairie du 7e, c'est une exposition qui lui est entièrement dédiée. Autant au salon de l'école française, vous aurez aussi d'autres peintres. Et puis, 2e annonce, cette fois-ci, elle est musicale. C'est l'ensemble Kérix, c'est le Chœur et Fata de Rogatien d'Espagne, que j'ai reçu ici et dont on aime beaucoup, beaucoup le travail. Là aussi, ce sont des jeunes. Vous savez, vraiment, je crois qu'on peut s'émerveiller de voir tous ces canaux culturels qui sont tenus par des jeunes qui ont reçu, c'est vrai, mais qui sont dans le don, et le don avec énormément le don de l'excellence. Le Chœur et Fata et l'ensemble Kérix vous proposent un rendez-vous samedi prochain, le samedi 13 décembre, à la cathédrale de Saint-Denis, un concert à la bougie, un concert original qui va commencer par une déambulation, si vous le souhaitez. Vous pourrez découvrir à la lueur des bougies les tombeaux, les gisants de la basilique, comme cela ne s'est jamais fait auparavant, en tout cas de manière récente. C'est une expérience unique qui combine émotion, patrimoine et musique. Il y aura des motets, il y aura des chants de Noël, il y aura des créations pour l'occasion. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur sacrémusique-placeminute.com. Informations et vous pourrez prendre vos places. Toutes les informations que je vous donne seront sur la page de Radio Courtoisie. Vous pourrez tout retrouver. Sinon, vous appelez le secrétariat. Mais vraiment, intéressez-vous là aussi à ce Chœur et Fata, Rogatien d'Espagne. Tous ces jeunes qui ont ce sens du partage. Ils aiment faire des concerts participatifs où l'on peut venir chanter pour une fois. Voilà, tout à fait extraordinaire, de grande qualité. Ils ont tout notre soutien. Alors, chère Sophie Rouberti, pour une fois, c'est moi qui vous interroge.
Je vais commencer à présenter son ouvrage Promenade au musée, l'histoire de France racontée en 25 œuvres d'art. Alors là, c'est un grand plaisir. Vous savez, avec Sophie Roberti, on part toujours à partir d'œuvres qui ont été soigneusement sélectionnées. Et comment en serait-il autrement avec 25 œuvres d'art? Ça veut dire qu'il y a un travail en amont, un travail de sélection, de choix, de recherche pour offrir aux enfants le meilleur d'une période, d'un genre. Voilà, donc Sophie Roberti a ce talent et une fois de plus, aux éditions Critérion, elle emmène nos enfants en 2, 3, 4 pages autour d'œuvres soigneusement sélectionnées. Promenade au musée, 25 œuvres d'art pour se promener dans l'histoire. On le fait aussi à partir d'une chronologie qui est très précise et Dieu sait que nos enfants ont besoin de chronologie. Voilà, vous avez une première double page de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Vous allez vous promener. Elle a fait un choix qui n'est pas exclusivement de tableaux. On commence par les grottes de Lascaux, peut-être les toutes premières traces d'art dans l'histoire de l'art. Je crois que vous êtes là, Sophie. Bonjour Oui, ça Sophie. y est, me voilà. Comme quoi les problèmes techniques arrivent toujours à être résolus. C'est parfait. Exactement. Bon, Sophie, j'ai commencé à présenter votre excellent promenade au musée, l'histoire de France en 25 œuvres d'art. Vous procédez comme pour les tomes précédents, toujours aux éditions Critérion. Vous partez d'une œuvre, vous la décrivez selon à peu près toujours le même schéma. Et vous avez des encarts. Je dis ça pour les... Et j'ai eu cette discussion pas plus tard que ce matin. Pour les enfants qui sont peu lecteurs, c'est un livre dans lequel ils vont avoir beaucoup d'entrées. Et d'entrées pour aller affûter leur regard. Donc c'est une recette qui marche bien, cette forme-là. Oui, parce qu'en fait, vous savez comment souvent on regarde un livre, en particulier les enfants, on regarde les images et on regarde les petits dessins et on regarde aussi les encadrés. C'est vrai que même en tant qu'adulte, parfois on a le regard attiré par les encadrés ou les mises en relief de certaines informations. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des petits éléments qui permettent de comprendre les techniques, l'époque, la manière dont les peintres ont représenté les peintres ou les artistes ont représenté des œuvres et puis la place de l'histoire, qui me semble très importante, puisqu'en fait, ce livre a été conçu comme étant à la fois un livre d'histoire de l'art et un livre d'histoire de France. Donc on a Excellent. les 2 é Et je montrais à nos auditeurs et à ceux qui peuvent nous voir sur YouTube la chronologie excellente. Ça aussi, ça a été tout un travail. Oui, parce que il faut réussir à ce que les enfants, visualisent l'histoire de leur pays dans le temps, ce qui n'est pas évident parce que parfois, on entend certains enfants qui demandent à leurs grands-parents s'ils ont connu les dinosaures. Mm. Donc il y a vraiment besoin de les resituer dans le temps et d'expliquer que, Jeanne d'Arc, c'est après Charlemagne, ce qui n'est pas acquis pour tous et Ouais. donc bien évidemment, la représentation est chronologique. Et vous ne vous cantonnez pas au tableau. C'est ce que je disais en introduction. Vous êtes allé chercher des œuvres d'art reposant sur différentes techniques. Ça aussi, ça a dû être énorme parce que 25, quel choix! En fait, la difficulté n'était pas de trouver, c'était de choisir, parce qu'en Mm. fait, choisir, c'est toujours renoncer. Et j'ai voulu effectivement qu'il y ait à la fois des tableaux, des enluminures, des statues, des vitraux aussi, du pastel, de l'huile, que les enfants puissent découvrir ces techniques variées qui font la richesse de notre histoire de l'art. Donc toujours le même procédé pour entrer dans l'œuvre, son contexte, etc. Vous l'avez très bien dit. Vous avez ce tour d'esprit, Jean Housset, apprendre à voir que nous partageons toutes les deux. Comment faites-vous pour donner ce tour d'esprit à travers l'observation de 25 œuvres, pour que les enfants, lorsqu'ils iront au-delà, lorsqu'ils contempleront d'autres œuvres, aient des petits réflexes d'entrée. Ce qui me semble important, c'est d'abord que l'enfant regarde ce qui est.
Quand je dis l'enfant, je dis l'adulte aussi, parce que Ouais, lorsque bien sûr. j'écris pour les enfants, mais Mmh. j'écris aussi pour que l'adulte, qui sera peut-être le passeur vis-à-vis de l'enfant, soit aussi heureux de lire et de découvrir des choses, parce que finalement, aussi bien dans l'histoire de France que dans l'histoire de l'art, rares sont ceux qui maîtrisent parfaitement, et moi la première, l'ensemble des techniques, l'ensemble des œuvres et tous les épisodes qui sont racontés. Donc d'abord voir ce qui est, donc montrer l'œuvre comme un objet que l'on va regarder ensemble, et cette observation qui est aussi une contemplation, parce qu'en fait, je pense que la contemplation, c'est un élément extrêmement important qui manque souvent aux plus jeunes, parce qu'ils ne prennent pas le temps, parce qu'on ne leur donne pas le temps, et donc voir, regarder et puis observer. Donc à la fois dans la contemplation, dans la beauté, je choisis toujours des œuvres qui sont des œuvres, remarquables, qui présentent un réel intérêt, pas une œuvre en se disant: «Bon, il faut bien trouver une illustration». J'essaie toujours que ce soit des que ces œuvres présentent un intérêt, donc on les regarde ensemble, on les décrit ensemble. On peut donner quelques éléments concernant, la technique, même si le but n'est pas de faire des spécialistes de la technique. Et puis pour ce livre particulièrement, je les ai rattachés à l'histoire de l'art, à l'histoire de France. Et donc, j'ai choisi des œuvres qui soient vraiment parlantes pour l'événement dont on parle, ou la période qui est évoquée. Précisément, l'histoire de France est enseignée aujourd'hui malheureusement trop souvent de manière partielle ou partiale. En quoi, Sophie Roberti, pensez-vous que l'art peut être un vecteur pour venir compenser des manques? Et n'est-ce pas, peut-être une deuxième question, un risque parfois de confier à un artiste qui, avec son talent, a pu aussi amener beaucoup d'idées, hein, peut-être même déformer les faits. En quoi n'est-ce pas dangereux de lui confier la transmission sur une période, etc. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, l'intérêt de l'image, c'est qu'elle accroche le regard, et que c'est un bon outil c'est un bon outil pour faire découvrir les événements, par exemple. On le voit dans l'histoire, dans les manuels d'histoire, très souvent, on a des représentations d'œuvres qui permettent de mieux comprendre. Parce que, notre intelligence a besoin non seulement de mots, mais elle a aussi besoin d'images pour que ça imprègne, et on le sait bien, les images imprègnent durablement la mémoire des enfants, et c'est pour ça que passer par l'image présente de l'intérêt. On sait très bien que les artistes sont de grands passeurs, de grands, transmetteurs, mais aussi de grands faussaires. Et bien évidemment, il faut toujours prendre les œuvres avec du recul. J'ai une idée Un une œuvre qui exemple, me vient à ouais. l'esprit, c'est le couronnement de Napoléon, où David a représenté, Laetitia, la mère de l'empereur, alors qu'elle n'était pas présente. Mais on peut aussi, avec une photo, fausser l'histoire en montrant une vue partielle d'un événement, ou en truquant, trafiquant une photo. Donc les images sont toujours, peuvent être trompeuses, mais en tout cas, ce sont de bons appuis pédagogiques, de bonnes aides pédagogiques néanmoins. Alors, entrons dans le livre. Nous avons parlé de ces œuvres, de ce choix d'œuvres qui a été difficile, etc. Euh, voulez-vous le feuilleter avec nous et nous dire peut-être une œuvre ou une autre sur laquelle vous voudriez vous arrêter? Le choix est toujours difficile, parce que quand on a travaillé sur 25 périodes ou 25 événements, c'est difficile de choisir. Mais je vous propose, Valérie, si vous êtes d'accord, de m'arrêter sur Louis IX, Saint Louis, cher à notre cœur, modèle de roi, modèle de vertu, qui est vraiment donné dans notre histoire comme un point important. Je pense qu'on ne peut qu'être marqué
par le destin de ce roi. Alors, vous avez choisi une enluminure sur parchemin qui Oui, se trouve à la Bibliothèque nationale. Il y a oui. plusieurs œuvres qui sont à la Bibliothèque nationale, parce que d'une certaine manière, votre livre est aussi un envoi vers les musées, vers les lieux de mémoire. Oui, parce que, bah, c'est la conservation de notre mémoire collective et cette miniature du XVe siècle, alors bien évidemment réalisée un peu de temps après la vie de saint Louis, elle est extraite du livre des faits de monseigneur saint Louis, qui rassemble, des récits sur la vie et les miracles de saint Louis et l'intérêt, je trouve, de cet ouvrage et de s'appuyer sur le procès de canonisation, sur l'enquête de canonisation. Il s'appuie sur des témoignages qui ont été présentés et j'ai été particulièrement touchée par ce saint Louis lavant les pieds des pauvres. Cette œuvre, c'est donc une enluminure, c'est un petit bijou. Elle représente le roi de France comme dans une bande dessinée, puisqu'il reprend plusieurs épisodes et on voit le roi qui embrasse un lépreux, on voit le roi qui lave les pieds des pauvres alors qu'en fait il n'était pas obligé de le faire de manière aussi régulière qu'il le faisait. On voit aussi le roi qui a déposé sa couronne Mm. à s sur le sol, comme si en fait il se considérait comme simplement comme un homme comme les autres, mais sa couronne reste présente parce qu'il est Mm. le roi, il a son manteau fleur-de-lysée qui symbolise, la royauté, même s'il aurait préféré s'habiller au quotidien en robe de bure et puisque il sentait que sa vocation était plus, dans la simplicité et dans la pauvreté que dans la royauté, mais néanmoins, il savait que son rôle était celui de roi et il a fait le roi, autant qu'il l'a pu, guidant ses troupes lors des croisades, rendant la justice, d'une manière tellement juste qu'elle en est devenue quasiment légendaire Mhm. et c'est ce saint Louis que j'ai voulu mettre en valeur, dans le texte qui lui est consacré. Voilà, dans ces doubles pages, avec toujours cette forme que nous évoquions au début, un petit cartouche qui donne toutes les informations. Un encart, le sais-tu? Qu'est-ce que le parchemin, en l'occurrence? Pour aller plus loin, une parole de Saint Louis à son fils. Une activité, alors je vais lire l'activité à nos auditeurs, ça va les amuser. Activité de sage parole. En t'inspirant des paroles du testament de Saint Louis, tu peux imaginer d'autres conseils à donner à un dirigeant pour prendre soin de son pays. Bonne activité. Oui, parce que le texte du testament de Saint Louis est, est particulièrement touchant parce que il dit l'essentiel du rôle d'un dirigeant, d'un roi en Mm, particulier, puisque son fils était appelé à être roi. Et quand il dit: «Je t'enseigne que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres et selon ton pouvoir, soulage-les volontiers ou de soutien moral ou d'aumône. Maintiens les bonnes coutumes du royaume et combat les mauvaises». C'est tout ce qu'on peut souhaiter dans un pays bien dirigé. Alors, disons à nos auditeurs que votre choix d'œuvre s'étend jusqu'au XXe siècle. Il y a cette belle gravure sur bois, La tranchée de Félix Vallotton. Il y a, avec aussi bien sûr l'aspect historique, et vous avez choisi en dernière œuvre de Jean-Pierre Rivière, né en 1944, le parachutiste, un vitrail là aussi qui est à l'église Saint-Côme et Saint-Damien à Angoville-au-Plain. Donc très varié, des gisants aussi. Enfin voilà, vous dites pour enfants et adultes et vous avez bien raison. On apprend beaucoup à travers cette promenade au musée. L'histoire de France racontée en 25 œuvres d'art. Sophie Rouberti, chers auditeurs que vous connaissez comme patron d'émission le jeudi dans Culture et Éducation, et vous la retrouvez là avec vos enfants comme auteur. Ce livre est paru en septembre 2025, 96 pages, 19,90 €. On dit de 8 à 12 ans, mais c'est sans limite d'âge, aux éditions Critérion. Bravo, bravo pour cela, Sophie. Et rendez-vous maintenant après Noël
avec nos auditeurs pour à nouveau de beaux échanges et de belles émissions. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup Valérie. Au revoir. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous voici au cœur de Libre Journal de la Transmission avec Valérie Daubigny au micro. J'ai eu la joie d'interroger déjà plusieurs auteurs pour vous donner des idées de livres à offrir à Noël. Et ce n'est pas fini, mais avant de recevoir ma dernière invitée, je voudrais vous présenter plusieurs magazines. Ce qu'on dit, les enfants ne lisent plus. Parfois, oui, c'est vrai, ils ont beaucoup de mal à entrer dans des livres. Mais ils entrent plus facilement dans des magazines, surtout s'ils sont abonnés, qu'ils les reçoivent tous les mois. Il y a ce petit rendez-vous avec un support auquel ils s'attachent. Alors, ce que je vais vous présenter n'est pas exhaustif et ça ne serait pas possible, mais c'est un petit choix un peu subjectif aussi, hein, mais qui a plu largement. Je voudrais commencer avec deux tranches d'âge pour la salamandre. Petite salamandre de 4 à 7 ans, la revue des enfants curieux de nature, merci pour le jeu de mots, et salamandre junior, pour les 8-12 ans, la revue des explorateurs nature. Ces deux tranches d'âge pour la salamandre remportent un succès auprès des enfants qui ont parfois du mal à entrer dans l'imaginaire. Les histoires de choses qui ne se sont pas passées, qui n'existent pas. Ils ont besoin de réel. Et le réel avec la nature, ils l'ont avec la salamandre junior et la petite salamandre pour s'éveiller à cette connaissance, cet amour qui conduit au respect de la nature. Une particularité qui en fait la richesse, lorsqu'il y a des photos, les photos sont des photos de grande qualité. La rédactrice en chef me disait ce ne sont pas des photos de banque d'images, ce sont des photographes qu'ils font travailler, des photographes animaliers. Ça donne beaucoup de qualité. Il y a aussi des bandes dessinées, des dessins qui sont plus ou moins voilà, qui ont des techniques qui peuvent attirer un public large. Certainement, une histoire, là j'ai dans l'antre du hibou, une histoire avec des animaux qui parlent là aussi. Voilà. Quelques conseils de lecture, des activités. Vous savez que les enfants aiment beaucoup qu'il y ait des activités dans les livres, dans les magazines, pardon. Voilà, je vous propose ça pour les 4-7 ans, petite salamandre, pour les 8-12 ans, salamandre junior. Intéressez-vous. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir abonner, la salamandre se trouve dans beaucoup de médiathèques, bibliothèques. Vous allez dans la médiathèque de votre quartier, vous en empruntez quelques-uns, vous testez, vous faites ça pour les magazines. C'est excellent. Il faut que vous trouviez l'outil qui est à votre main, qui correspond à vos priorités, autant esthétiques que de fond. Ce que j'aime dans Petite Salamandre et Salamandre Junior, c'est que là aussi, c'est comme pour les gardiens de Fidem dont on parlait au début, c'est de l'écologie, mais c'est une écologie intelligente. Ce n'est pas de l'écologisme. On vous fait aimer la nature. Voilà, on vous fait aimer, connaître. On ne vous culpabilise pas. Voilà, je passe ensuite au Panache. Le Panache, toutes les histoires qui racontent la France. En route vers Noël s'intitule le dernier. Le Panache, c'est ce journal créé par les éditions du Puy du Fou qui a remporté un grand succès dès sa sortie et qui n'a pas déçu tous ceux qui se sont précipités de confiance pour les éditions du Puy du Fou. Ils n'ont pas été déçus. Pourquoi ? Parce qu'il tient ses promesses en matière de beauté. Vous voyez, on passe par le beau, là aussi. Il y a une œuvre, il y a une histoire complète. Donc vous avez un auteur qui aura écrit une histoire complète. On ne vous fait pas un petit extrait comme ça pour vous appâter. De très belles illustrations. Là aussi, ce sont des illustrations originales. Une histoire, une bande dessinée qui sort aussi de son côté avec Vic. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Et Otto. Voilà, et c'est la bande dessinée qui se trouve dans chaque numéro. Et les enfants sont absolument ravis de retrouver leur héros et de les retrouver aussi en bande dessinée. Donc là, je suis en train de vous présenter un magazine, le magazine Le Panache, et je viens de faire allusion à
une bande dessinée qui est sortie, elle, pour Noël, qui est excellente, aux éditions du Puy du Fou, Jacques, Vic et Otto. Voilà, tout cela excellent pour vos lecteurs à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, ils sont heureux. Et là aussi, on ne va pas mettre de limite parce que ce sont ces abonnements. C'est peut-être le petit dernier ou l'aîné de la famille qui est abonné, mais tout le monde va aller le regarder. Le panache. Je ne vous donne pas toutes les indications pour vous abonner, etc. Vous les trouvez vraiment facilement sur Internet. Et en tout cas sur la page de notre émission, le Libre Journal de la Transmission, sur Radio Courtoisie. Je voulais vous présenter aussi Théophile. Théophile, excellent abonnement, dont vraiment le fond, l'objectif est de transmettre par le beau. Alors, on ne peut être qu'en adéquation avec ce désir. Et là aussi, depuis le premier numéro, j'avais d'ailleurs reçu la rédactrice en chef, Dominique Perrault-Poussielgue, à ce micro. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses en matière de beauté, avec un très beau poster central, avec une iconographie de qualité, avec une bande dessinée. Là, j'ai Yakari sous les yeux. Tout est parfaitement choisi. Et tous ceux qui collaborent, et il y a de très belles collaborations, tous ont cela à l'esprit. Je pense qu'en effet, si l'on veut séduire, si l'on veut faire passer à nos enfants, leur donner ce goût, leur former le goût, eh bien oui, il faut passer par le beau. Théophile, pour que les enfants s'émerveillent, j'ai donc entre les mains le numéro de novembre-décembre. Là aussi, allez voir, allez regarder le site. Vous pourrez voir des pages intérieures, des bandes dessinées, des coloriages et du bricolage, de l'actualité et des jeux, de l'art, de belles histoires. Très bel abonnement Théophile pour vos enfants à partir de 7 ans et on le dit jusqu'à 12 ans. Voici un autre Théophile sur les châteaux. Voilà, ils sont tous excellents. C'est un beau papier aussi. On ne se moque pas du lecteur. Et puis, je voulais évoquer également Patapon de Teki, qui est un journal qui enchante des petits lecteurs, des jeunes lecteurs. C'est souvent le premier abonnement que l'on reçoit, et cela depuis des années et des années. Donc, une grande fidélité avec également des activités, une recette, une histoire, des dessins, et puis des liens avec les petits lecteurs. C'est le cas dans tous ces magazines. Ce qui est merveilleux, c'est de lire à la fin le courrier des lecteurs. On apprend beaucoup et on s'amuse beaucoup. Et ce lien, je vous le disais au départ, est un lien affectif. On a beaucoup de passion pour son premier abonnement. Donc voilà, ça peut être une idée de Noël, une idée de cadeau de Noël, chers amis. Reportez-vous à la page de l'émission Libre Journal de la Transmission. Vous aurez tous les détails sur, je vous fais un petit récapitulatif, Petite Salamandre, Salamandre Junior, Théophile, Le Panache et Patapon. Et puis, je clorerai cet éventail par un abonnement qui, lui, est gratuit, mais qui me tient vraiment à cœur. C'est celui à actuel.fr, actuailes.fr. Ce journal d'information qui existe depuis bientôt 11 ans, 12 ans. Incroyable, on va fêter le numéro 100. Il est entièrement conçu et écrit par des bénévoles, par des passionnés, par des gens qui sont experts dans leur domaine. Et c'est un journal d'actualité en ligne. Vous pouvez le télécharger et le lire à l'écran si vous trouvez qu'il y a trop de papier chez vous. Vous pouvez l'imprimer si vous trouvez que vos enfants sont trop souvent devant des écrans. C'est votre choix. C'est ainsi qu'il peut rester gratuit. Et vous avez une gamme extrêmement large de rubriques qui vont de l'économie à la géopolitique, en passant par la rubrique Afrique, art, Sophie Roberti, littérature jeunesse, que j'assure depuis le début avec beaucoup de joie, une rubrique blague, et là aussi un lien très fort entre les lecteurs et l'outil et les rédacteurs qui sont pleins de passion.
je voulais également mettre l'accent sur un support que j'aime beaucoup depuis le début. Il s'agit de Tétralire. T-E-T-R-A-S, lire. Tétralire. C'est une excellente revue qui s'apparente presque à un abonnement à des petits livres. D'ailleurs, les jeunes qui s'abonnent, en général, s'ils ont manqué les premiers numéros ou si par hasard ils ont manqué un numéro, ils l'acquièrent par ailleurs parce qu'en fait, ils souhaitent avoir toute la collection. Ce qui est merveilleux dans Tétralire, ce journal qui est là pour faire aimer la lecture, pour faire entrer des lecteurs dans ce plaisir, dans ce monde, il y a la découverte d'un genre littéraire, d'un auteur, d'une histoire. Et cela passe par, là aussi, une histoire complète à chaque fois, et surtout, un effort dans l'illustration absolument incroyable. Tétralire a le souci de mettre en valeur de très beaux illustrateurs contemporains. Et vous savez, je vous le dis souvent, l'illustration contemporaine est vraiment un monde passionnant parce qu'il est le support de beaucoup, beaucoup de talents. Des talents qui ont pu être déçus par les beaux-arts, qui ont pu trouver le moyen de s'exprimer, de se former dans des écoles de design, des écoles d'illustration, et je pense notamment à l'école Émile Cole à Lyon. Tétralire a ce souci, même s'il lui en coûte, parce que tout cela, imaginez-vous bien que c'est beaucoup d'énergie, et bien d'illustrer magnifiquement, là aussi, pour former le goût. C'est un cadeau qui a du sens, qui dure dans le temps. Tétralire est extrêmement difficile à définir en matière d'âge. Vous avez des enfants assez précoces en lecture qui vont avoir du plaisir à entrer dans cette revue. Vous pourrez leur donner à partir de 9 ans. Et puis vous en avez d'autres pour qui cela sera plus lent. Il faut être patient. Et il y a des lecteurs qui se mettent à aimer Tétralire plus tard, vers 12-13 ans. Pourquoi pas? Là aussi, ça peut être un abonnement familial. Vous choisissez votre formule, rendez-vous sur le site tétralire.fr. Il y a une offre que je trouve très intéressante pour Noël, un trio Noël. Dans cette offre trio, vous découvrez 3 numéros à offrir. Ce sont des contes de Bohème, une légende suédoise et 2 contes qui fleurent bon la Provence. Je pense que vous pouvez entrer peut-être par ce biais-là, faire découvrir à vos enfants, à vos filleuls, à vos petits-enfants. Et si ça marche, vous optez pour un abonnement. Là aussi, vous vous rendez sur le site et vous découvrirez tout ce que je ne fais qu'effleurer. Mais j'y tenais vraiment pour tous ces beaux supports. En accueillant maintenant notre dernière invitée, avec qui on va avoir sûrement un très bel échange, Anne-Sophie Chauvet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Valérie. Alors Anne-Sophie, vous êtes auteure de nombreux livres pour les enfants. Je suis sûre que nos auditeurs ont déjà entendu votre nom et eu vos livres entre les mains. Vous êtes aussi éditrice et c'est ce regard également qui va nous éclairer dans cet entretien. Mais je vous reçois pour La famille 3x2, premier tome, La vie de château, chez Emmanuel Jeunesse. Voici ce premier tome d'une nouvelle série, une nouvelle inspiration, Anne-Sophie Chauvet. Cette fois-ci, où vous emmenez-nous avec ces 3x2 d'ailleurs? Qui sont-ils? Alors ces 3x2, c'est une famille qui va faire rêver toute mère et tout père de famille, puisqu'il s'agit d'une famille avec 3 paires de jumeaux. Des jumeaux de 15 ans, des jumeaux de 12 ans et des jumeaux de 8 ans. Voilà, donc le quotidien d'une famille très nombreuse et puis avec cette composition particulière. Alors je rassure ou je précise aux éditeurs tout de suite qu'il n'y a absolument rien de biographique, dans cette composition familiale. Mais l'idée m'est venue, par des amis d'études qui avaient eu une première paire de jumeaux, puis une deuxième paire de jumeaux et qui, eux, ont eu le soulagement d'avoir un 5e tout seul et pas un numéro 5 et 6. Mais voilà, j'avais, très envie d'écrire une nouvelle série dans laquelle, l'action, l'aventure pourrait être vue soit par le point de vue d'ados qui ont 15 ans, avec toutes les problématiques que ça engendre à cet âge-là. Ensuite, une paire de héros, garçons et filles, qui a vraiment l'âge du lecteur, puisque donc 12 ans. Et puis des petits qui permettent d'apporter de l'humour ou des interrogations plus naïves. Voilà, donc ces 3 paires de jumeaux sont au service de mon imagination et je me suis beaucoup, beaucoup amusée dans ce premier tome, à la fois à créer une aventure
qui n'est pas très réaliste puisque, ils héritent d'un château familial, il va y avoir la quête d'un trésor, une tour fermée depuis des siècles et puis aussi vraiment les aléas du quotidien et les tracas du quotidien. Voilà. Blanche Collange, dans notre premier entretien tout à l'heure pour Les Gardiens de Fidem, nous disait chez les auteurs jeunesse, il y a les architectes et les jardiniers. J'aimerais bien savoir, vous, Anne-Sophie Chauvet, en plus vous êtes éditrice, donc vous êtes là pour encadrer les architectes et les jardiniers, mais vous, comment vous qualifieriez-vous? Je trouve ça très, très joli comme, description c'est difficile, peut-être plutôt comme un jardinier, alors que Dieu sait que je n'ai pas la main verte et que je fais mourir toute plante qui rentre chez moi. Mais, pour ce qui touche à l'imagination, sans doute plus un jardinier. J'admire énormément les auteurs de fantaisie pour cette capacité qu'ils ont à créer un monde virtuel extrêmement bien, qui se tient extrêmement bien, avec des imbrications, parfois même des siècles d'histoire qui remontent au fil de l'aventure. Ça, moi, je n'ai pas ce genre d'imagination et je l'admire énormément. Mais vous nous faites entrer dans des tempéraments, des profils, vous l'avez dit, avec des âges différents dans cette famille 3x2, des caractères qui sont aussi un hommage à la famille, parce que vu de loin, une famille nombreuse, on croit toujours que ce sont des petits clones. Absolument pas. C'est ça aussi que vous nous montrez. Il y a toute cette fraîcheur, ce regard très frais sur la famille. Oui, tout à fait. Vous le savez, Valérie, ma marotte est, la gratitude et en particulier le fait de vivre la gratitude en famille et vraiment, il me tient à cœur dans mes romans de montrer que la famille est une source de joie et ce n'est pas, avec un regard bisounours sur la famille. C'est vraiment, évidemment qu'il y a des difficultés. Là, par exemple, dans ce tome-là, ce sont les grands ados qui posent problème avec, le fils aîné qui a reçu enfin un téléphone portable et qui évidemment va être pris dans la spirale des écrans. Et puis la fille aînée qui, comme le disent les plus petits, fait sa princesse. Donc elle est un peu trop fière d'avoir hérité de ce château. Et je veux montrer que, eh bien, voilà, entre frères et sœurs, on peut se disputer, on peut avoir des sujets d'opposition, des sujets de friction, voire même de vraies disputes importantes et graves, puisqu'à un moment donné, la fille aînée ne parle plus à son papa pendant quelques jours, mais que voilà, bah, ce socle familial, c'est vraiment le socle sur lequel on peut bâtir des adultes forts et des adultes, hem, oui, des adultes forts et c'est peut-être ça que j'ai envie de transmettre à mes petits lecteurs sans forcément qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs. Et qui développent leur talent, chacun apporte sa pierre. On vient de l'évoquer de manière précise, mais de manière plus générale, Anne-Sophie Chauvet, lorsque vous prenez la plume pour des 8-12 ans, quel est votre état d'esprit? Alors d'abord, j'ai envie, de leur faire quitter la réalité du monde. C'est-à-dire que, hem nous vivons dans un monde qui actuellement est très dur. Si jamais, la radio dans la cuisine le matin est allumée, les enfants, entendent parler de problèmes de gouvernement, de problèmes de guerre, de 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 jugements par-ci, de procès par-là. Moi, mon but, c'est vraiment de leur faire vivre une enfance qui est une enfance. Alors c'est peut-être un peu décalé, un peu vieillot comme façon de voir, mais moi, mes grands modèles en littérature jeunesse, sont, Enid Blyton, sont La Comtesse de Ségur. En fait, c'est un monde on plonge les enfants dans un monde dans lequel il n'y a en effet pas de graves problèmes, mais pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'un enfant, lorsqu'il ouvre un livre, il a, selon moi, besoin de rêver. On peut après le confronter à des petits problèmes et à des petites problématiques ou aborder certains sujets au cours de la lecture. Mais j'ai envie de créer pour eux ce monde dans lequel ils peuvent développer leur imaginaire et sortir de la lecture avec le sourire aux lèvres. C'est tout à fait le cas avec la famille 3x2. On est là avec une famille qui hérite d'un château et soudain, il va falloir faire face à tous les besoins. Et en même temps, on voit que ce sont des projets. C'est ça qui est magnifique, parce qu'il y a un côté un peu matériel, mais il y a surtout beaucoup de projets. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, beaucoup de fraîcheur. Et je pense que c'est ça qu'apprécient vos lecteurs et vous l'avez vraiment bien dit, je pense que c'est exactement cela. Il ne s'agit pas d'écrire des livres sans problématiques et sans choses parfois très lourdes, mais c'est la manière de l'aborder qui est à hauteur d'enfant. C'est peut-être ce qui manque parfois en littérature jeunesse aujourd'hui. Je ne sais pas, vous allez nous dire quel est votre regard là-dessus, mais on va trop vite, trop loin, trop fort souvent, non? Oui, alors en même temps, c'est aussi par la littérature et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, par la littérature que les esprits se forment. Donc
c'est vrai que c'est toujours très intéressant lorsqu'un livre peut permettre à un enfant de réfléchir à une problématique donnée, à un problème social, sociétal. Mais peut-être que c'est pour les un peu plus grands. Peut-être que, il faudrait réserver ça aux enfants à partir de 13, 14 ans lorsqu'ils ont déjà une intelligence qui est un peu formée, un cœur qui est un peu plus mûr pour ces problématiques difficiles. Moi, j'aime écrire pour les 8, 12 ans. Alors certes, ce sont déjà des grands enfants qui savent bien lire, mais ils sont quand même encore entièrement enfants, ce ne sont pas encore des adolescents et je trouve qu'il est important de préserver cette fraîcheur, en effet, et cette innocence de leur âme. Et ça passe par l'humour également. Et dans une famille avec, Oui. il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de dialogues dans la famille 3 x 2, et des choses extrêmement drôles. Et puis aussi très profondes. Vous l'avez évoqué, ce grand frère qui ne décolle pas de son portable. Apparemment, il l'a eu depuis peu de temps. Et ses frères et sœurs, les petits, disent: on a perdu notre frère. C'est fort, ça, hein. Et c'est quand même le cas dans beaucoup de familles. On a perdu les aînés. On les perd dès lors qu'ils ont un portable entre les mains. C'est bien dommage. Et ils sont un peu perdus comme lecteurs. Alors, quelles sont vos recettes à vous, Anne-Sophie Chauvet? Vous êtes auteure, vous êtes éditrice, vous êtes maman, vous réfléchissez beaucoup à toutes ces problématiques de livres et éducation. Quelles sont vos recettes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs, là, à l'approche de Noël? On va tous se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au portable? Si seulement j'avais une baguette magique, en fait, quand, ma dernière qui a 10 ans a lu La famille 3 x 2, elle m'a dit, «Ah ben, j'ai vite su où était l'inspiration pour Cléophas», qui est l'aînée, puisque forcément, bah, elle voit son grand frère être très happé par son téléphone. Donc c'est vrai que là, je n'ai pas eu à chercher très, très loin pour avoir cette inspiration. Alors moi, j'ai une chance qui n'en est pas une en même temps. C'est-à-dire qu'en effet, mon aîné est beaucoup sur son téléphone, mais il a gardé au fond de lui cet amour de la lecture et donc par phase dans l'année, il va lire, mais du coup, il va en 2 semaines lire 3 000 pages. Il va trouver, une trilogie ou une série qui lui plaît et il va la dévorer en une fois. Donc c'est vrai que si on lisse sur l'année, ça reste un gros lecteur, mais ça va vraiment être, de manière épisodique. Moi, je crois que même si, l'enfant semble plongé dans les écrans, il ne faut pas lâcher et il faut continuer de proposer et proposer sans cesse des livres. Lui dire: «Tiens, je suis passé en librairie et j'ai pensé à toi et voici un livre que je t'offre». De manière gratuite, sans que ce soit lié à un anniversaire ou à Noël, juste que cette preuve d'amour continue de passer par la littérature. Et ensuite, je suis absolument convaincue, à 100 que on ne peut pas faire lire les enfants si on ne lit pas soi-même. Et j'ai une amie qui me disait l'autre jour: «Je ne sais pas comment tu fais pour faire lire autant tes enfants» et qui me disait: «Moi-même, je n'ai lu qu'un livre l'année dernière» et je n'ai pas osé lui dire parce que j'avais pas envie de la blesser, mais de dire: «Mais en fait, si tes enfants ne t'ont pas vu lire, tu ne peux pas les forcer à lire». C'est vrai qu'à la maison, les enfants me voient très, très souvent avec un livre. Quand, les plus petits qui n'ont pas de téléphone s'ennuient, je leur dis: «Bah, prends un livre et tu ne t'ennuieras pas». Voilà, donc je pense que, ce sont ces 3 aspects, que le livre soit la recette à l'ennui, l'antidote magique à l'ennui. On s'ennuie jamais lorsqu'on lit. Ensuite, continuer à proposer des livres aux ados, même si on a l'impression qu'ils sont plongés dans les écrans et être un exemple de lecteur. Pour cette tranche dont nous parlons là, des 8 12 ans, un 8 12 ans. Bon, déjà, de 8 ans à 12 ans, on est extrêmement différents, hein, donc c'est une tranche Oui. complètement arbitraire, mais bon, voilà, c'est pour cadrer un petit peu. Mais parfois, ils peuvent être très peu lecteurs. Très peu lecteurs. Peut-être parce qu'ils ont pas très bien appris à lire aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter? Alors, je pense déjà, garder en tête que un enfant, même à 8 ans, a le droit d'avoir des goûts propres et des goûts personnels et donc, un enfant qui adorera un roman fantasy peut détester une enquête policière. De même, il y a des enfants qui ont besoin d'avoir des livres qui sont plongés dans le concret, avec, des histoires très réalistes, d'autres qui vont dévorer les albums documentaires et qui sont capables d'en lire 10 dans la semaine. C'est de la lecture aussi, même si ce n'est pas du roman. Donc je pense qu'il faut réussir à garder la bande dessinée comme récréation littéraire, et à proposer ensuite différents romans jusqu'à ce que l'enfant, trouve le style qui lui plaît et surtout ne pas vouloir être trop exigeant tout de suite. Peut-être qu'il faudra passer par des livres très courts ou avec des chapitres très courts, pour que l'enfant monte la première marche
doucement et à son rythme. Si on lui file 20 milieux sous les mers en CM1 en disant: «Tu verras, moi j'ai adoré et tu vas te mettre à lire», je pense que c'est une catastrophe assurée. C'est ça. Donc à chacun de trouver sa recette. Profitons de ce temps de l'Avent pour lire nous-mêmes, si on le peut. Tout à fait, On passer en farcit la librairie avec dinde les et on enfants, part lire. c'est ça. C'est ça la recette, parce qu'en fait le livre c'est du partage, c'est de la passion, c'est de l'émotion. Donc Oui. qu'il nous voit vivre, traverser tous ces états. Oui. C'est certain, c'est certain. Mais Et merci en puis tout parler cas. des lectures ensemble, ne pas hésiter à table à dire: «Alors qu'est-ce que tu as lu? Comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu as aimé?» et même parler de nos lectures adultes. Bien sûr, bien sûr. Il faut pouvoir se parler. D'abord, c'est un excellent sujet de conversation parce qu'il est Oui. décentré et puis c'est comme ça qu'on partage, bien sûr. Mais vraiment, je vous recommande, chers amis, la famille 3x2. Vos enfants vont s'amuser, vous allez vous amuser aussi. Déjà avec les prénoms de toute cette famille assez originale. Merci beaucoup, Anne-Sophie Chauvet. Elle va nous emmener loin, cette série. Eh bien, écoutez, le tome 2 sort en mai, donc voilà, j'espère, chers auditeurs, que vous allez la faire vivre longtemps, en effet. C'est ça. Et on a tous un rôle là. Merci de dire ça. Le temps de vie d'un livre est très court aujourd'hui. Et c'est à nous les passionnés, les lecteurs, les parents, à nous tous de faire vivre ces séries. Je suis entièrement d'accord et c'est très important que vous l'ayez dit. Et je voulais conclure, et je le ferai avec vous, Anne-Sophie, parce que je pense que vous serez tout à fait d'accord, en envoyant nos auditeurs dans leur librairie Tout à fait. physique, aller Mmh. rencontrer quelqu'un, croiser un regard, écouter un conseil. C'est tellement important, ces librairies indépendantes, même si même si elles ne sont pas uniques, hein. Parfois, c'est toute une série de librairies. Je pense à plusieurs d'entre elles, mais je voulais peut-être vous conseiller celles qui se donnent beaucoup de mal pour non seulement vendre les livres, mais les choisir. Et c'est pas facile pour un libraire de faire des choix, de dire non, ça je ne le vendrai pas. Ça, je le mets en avant, même si il y a un petit courant commercial derrière. Je pense à livresenfamille.fr. Allez voir ce travail de libraire qui est fait, livresenfamille.fr. Je pense aussi, et ils expédient partout, et là c'est un petit coup de cœur régional de Toulon, la librairie de l'Enfant Jésus à Toulon, qui également se donne beaucoup de mal. Et puis, où que vous soyez, chers amis, auditeurs, et vous êtes dispersés partout, allez rencontrer le libraire du coin de la rue. Un jour, ils ne seront N'oubliez plus pas, je là. me permets, Valérie, si votre libraire n'a pas le roman que vous cherchez, n'hésitez pas à lui faire commander. Vous êtes les premiers ambassadeurs de nos livres. Et si une série ou un auteur n'est pas dans votre librairie de quartier, eh bien, parlez-en au libraire, il pourra toujours commander le livre. Voilà. Écoutez, chers amis, j'espère que ce très très rapide tour de piste en 1 heure et demie vous aura surtout donné envie d'aller en chercher plus. Donc allez voir ce que nos auteurs ont écrit d'autres. Je vous renvoie aussi sur le site 123loisirs.com, puisque là j'ai fait un choix très resserré. Vous trouverez beaucoup de conseils pour tous les âges, dans tous les genres, et pour donner ce goût de la lecture. Merci Anne-Sophie Chauvet, très joyeux Noël. Merci Valérie, joyeux Noël. Au revoir chers auditeurs, rendez-vous en janvier.